Bonsoir Aurélien Pradier, vous êtes député Les Républicains. Alors on a entendu les syndicats de policiers qui parlent de justice politique, qui sont vent debout contre ces déclarations du procureur de la République. Les victimes, elles, se disent soulagées que la justice passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce spectacle ne correspond pas à mon pays. C'est pas l'idée que je me fais de la France, c'est pas l'idée que je me fais de la République, de notre démocratie. J'ai toujours refusé depuis plusieurs mois de choisir un camp. On nous a demandé de choisir entre le camp des manifestants et le camp des policiers. S'il y a des fautes qui sont commises d'un côté comme de l'autre, elles doivent être sanctionnées avec la même sévérité. Mais je le redis avec insistance, est-ce que nous voyons bien l'écart abyssal qu'il y a entre la promesse de réconciliation du pays portée par Emmanuel Macron, à laquelle beaucoup de Français ont légitimement cru il y a plusieurs mois de cela, et l'état dans lequel notre pays est aujourd'hui. Et je le dis à la fois à l'adresse des manifestants qui ont dérapé et des policiers qui sont aujourd'hui soupçonnés, tout cela ne ressemble pas à l'idée que nous devons collectivement nous faire de la France. Il y a William Bourdon sur BFM TV, l'avocat de certains Gilets jaunes, qui dit qu'on a trop vécu dans une culture d'impunité avec la police, d'où une aggravation de la défiance entre les citoyens et les forces de l'ordre. On a trop vécu surtout dans une culture de violence. Je pense que depuis plusieurs mois, sûrement depuis plusieurs années d'ailleurs, des violences qui jusque-là étaient intolérables sont devenues tolérables. Et la répétition du spectacle de samedi à samedi a fini par nous habituer à des scènes qui, dans un temps normal de notre démocratie, des grandes valeurs de notre pays. Vous savez, notre pays a toujours eu vocation à respecter autant celles et ceux qui manifestent que celles et ceux qui détiennent l'autorité. Détenir l'autorité ne donne pas droit à tout, et manifester ne donne pas droit à tout non plus. Alors parlons maintenant argent. Les Gilets jaunes auront peut-être du mal à le croire, mais le pouvoir d'achat progresse en France, plus 0,9% au premier trimestre de l'année, d'après l'INSEE. Les mesures d'Emmanuel Macron, annoncées en pleine crise sociale, produisent visiblement des effets. Baptiste Durieux. Les chiffres sont formels, le pouvoir d'achat augmente. Mais quand on pose la question à ces vacanciers, leur ressenti est bien différent. Moi, personnellement, je ne le ressens pas encore. Donc, peut-être après, mais pour l'instant, non. Pas suffisant. C'est pas suffisant parce que depuis plusieurs années, on a été pas mal matraqués. Pourtant, le pouvoir d'achat a bien progressé de 0,9% au premier trimestre de l'année 2019. L'une des causes, la prime défiscalisée versée par les entreprises en pleine crise des Gilets jaunes. Une décision qui a permis à 5,5 millions de Français de percevoir en moyenne 400 €. D'autres mesures à effet direct, la défiscalisation des heures supplémentaires ou encore l'élargissement de la prime d'activité pour les bas revenus. Pour l'instant, pas de hausse de la consommation. Les Français ont opté pour épargner ce surplus d'argent. Le taux d'épargne en avril a considérablement augmenté. Sur le livret A, ce sont 2 milliards d'euros en plus qui ont été placés sur le livret A. L'augmentation du pouvoir d'achat doit se pérenniser sur l'année et les prévisions annoncent également que la consommation ne devrait pas tarder à décoller d'ici le second semestre. Semble la prime d'activité qui a augmenté de 100 €, des primes défiscalisées dans les entreprises, des heures sup défiscalisées. Est-ce que vous diriez qu'avec ces mesures, finalement, Emmanuel Macron arrive à mettre un terme à cette crise sociale des Gilets jaunes? Pas la crise sociale profonde, parce qu'elle est beaucoup plus profonde que cela. D'abord, je vais dire une chose simple, tout ce qui permettra de redonner du pouvoir d'achat et du mieux vivre aux Françaises et aux Français, je le saluerai. Je ne vais pas être dans l'opposition systématique. Donc les mesures d'Emmanuel Macron sont bonnes pour répondre à la crise? Mais elles sont ponctuelles et superficielles. Nous parlions tout à l'heure dans le reportage de la prime versée par les entreprises. Prime exceptionnelle, comme son nom l'indique, elle est exceptionnelle. Nous avons aujourd'hui atteint un niveau de prélèvement obligatoire tout confondu, qui n'a jamais été aussi élevé dans notre pays. Moi, je suis député du Lot et je vois dans un département comme le mien deux choses s'installer terribles pour notre société. D'abord, une paupérisation de notre société, il faut le dire. Je vois des personnes de plus en plus pauvres, de plus en plus proches de la misère. Et nous voyons surtout des injustices s'installer. Vous savez, l'augmentation du prix des carburants ne relève pas de la fiscalité directe, claire. Et pourtant, pour des ménages comme ceux que je connais bien modestes, c'est un coup de massue fiscale supplémentaire. Alors qu'est-ce que vous feriez de plus si vous étiez au pouvoir, les Républicains, pour justement répondre à la crise et augmenter le pouvoir d'achat? Pour moi, le vrai sujet, c'est celui des salaires. Vous savez, la droite a une histoire complexe avec la question des salaires. Je ne crois pas en l'idée de l'augmentation mécanique du SMIC. Mais le général de Gaulle avait une idée à l'époque assez géniale, qui n'a pas été beaucoup suivie d'effet d'ailleurs, qui était la participation. Ça, c'est une idée de droite. À la différence d'Emmanuel Macron, à la différence de la gauche. Cette idée que chacun bénéficie de l'effort qu'il produit dans une entreprise et cette participation qui permet, lorsqu'une entreprise va mieux, lorsque le salarié y apporte des contributions, de retrouver dans la poche du salarié un bénéfice supplémentaire, c'est une vieille idée de droite qui, à mon avis, a plus de modernité qu'on ne le penserait. Alors, on en vient maintenant à la crise chez les Républicains et l'onde de choc des Européennes qui n'en finit pas. Un maire LR quitte le parti, des députés LR mènent une fronde, des rendez-vous importants sont attendus la semaine prochaine. Guillaume Larrivé, un des responsables des Républicains, était l'invité de BFM TV ce matin. Il appelle un cessez-le-feu. C'est une défaite.
une défaite collective qui appelle une réponse collective. Arrêtons de nous tirer dessus nous-mêmes. Et ce matin aussi, ce que je veux faire, c'est lancer un appel au cessez-le-feu. Je pense que les petites phrases des uns et des autres n'ont absolument aucun sens. Il faut se poser. Le job de la droite et du centre-droit, ça doit être, dans la durée, de réconcilier les Français entre eux, réconcilier la France. Et pour ça, quand je parle de réconciliation, je ne vous dis pas que ce que dit Emmanuel Macron est 100% faux tout le temps. S'il dit que l'eau bout à 100 degrés, je ne vais pas vous expliquer, Apolline de Malherbe ce matin, qu'il a tort, et non, que l'eau, elle bout à 20 degrés ou à 150 degrés. Est-ce que vous allez dans le sens d'un cessez-le-feu lorsque vous signez donc une tribune avec une vingtaine de parlementaires? Vous appelez la création d'un comité de renouvellement des figures des Républicains. La démarche que je porte avec un collectif de 11 jeunes collègues députés est une démarche de construction. Ça n'a rien à voir ni avec une opération de minage, ni avec une opération de prise en main du parti. Voilà le constat auquel nous sommes arrivés. Il y a à l'Assemblée nationale une génération de jeunes députés les Républicains, pas seulement, mais aussi. Nous sommes tous et tous issus de territoires très ruraux. Nous avons toutes et tous été élus face à la gauche, dans des territoires de gauche. Moi, je me suis engagé à 18 ans en politique parce que je croyais en la politique, en sa capacité à changer le monde, à changer les choses. J'y crois encore. Et je me suis engagé en droite parce que je croyais et je crois toujours aux valeurs de droite. J'ai été élu tout au long de mon parcours, comme maire, aujourd'hui comme député, par des femmes et des hommes de gauche. Aussi de droite, mais aussi de gauche. Et je ne me résous pas à voir la droite disparaître. Il faut que nous revoyions de fond en comble le fond de nos idées, pas seulement les leaders, le fond de nos idées. Et si vous permettez un instant, pour reprendre les propos de Guillaume Larrivé que je rejoins, moi je ne suis pas dans une position d'opposition systématique à Emmanuel Macron, sauf qu'il se trouve que la vision de la société d'Emmanuel Macron, et je vous parle avec le cœur, sincèrement, n'est pas la mienne. Cette vision fataliste et injuste, je n'en veux pas pour mon pays. Et je ne vais donc pas l'épouser. Je vais la combattre et tâcher de proposer une autre voie. De la même manière, le projet de société de Marine Le Pen, je ne le partage pas. Avec quel projet, basé sur quel... Parce que finalement, François-Xavier Bellamy, c'est la jeune génération, il est jeune. Donc est-ce que vous lui reprochez son côté un peu trop versaillais, un peu trop déconnecté justement des classes plus rurales que vous côtoyez tous les jours dans votre circonscription? Vous avez raison de dire que la jeunesse ne suffit pas à faire un projet politique. Dans cet appel, nous proposons qu'en complément de l'initiative de Gérard Larcher, qui est une initiative heureuse de mettre autour de la table des femmes et des hommes de droit qui ne se sont plus parlé depuis des mois, nous puissions, nous, la nouvelle génération, apporter notre pierre à l'édifice et créer un comité du renouvellement installé au sein des Républicains qui va avoir vocation à faire émerger ces idées nouvelles. Je n'ai pas dans mon sac à dos des idées neuves, là, du jour au lendemain. Il faut que nous en revenions à parler aux Françaises et aux Français. Et sans Laurent Wauquiez? Je ne sais pas si Laurent Wauquiez est le principal. Mais vous pensez qu'il peut rester à la tête de LR? C'est une décision qui lui appartient. Ce qui est sûr, c'est que quand bien même nous réglerions la question de Laurent Wauquiez, qu'il est seul à pouvoir régler lui-même, nous serions bien incapables de gagner les prochaines élections parce qu'il nous manque un projet. Je vais vous donner un exemple très précis. Voilà 2 ans à l'Assemblée nationale que je travaille sur la question du handicap. D'autres collègues travaillent sur la question du logement. Sur ces sujets, depuis 2 ans, nous apportons de vraies solutions, avec une vision différente de la vision injuste d'Emmanuel Macron et la vision absurde de Marine Le Pen. Ça, c'est la voie de droite. Et pourquoi c'est injuste, la politique d'Emmanuel Macron? En quoi exactement elle est injuste selon vous? Voilà 2 ans qu'à l'Assemblée nationale, on essaie de comprendre quelle est la matrice d'Emmanuel Macron. Je vous disais tout à l'heure qu'il avait une vision fataliste des choses. Je pense qu'Emmanuel Macron et sa majorité considèrent que le rôle du politique, ce n'est pas de changer les choses. Ce n'est pas de changer et de corriger les injustices. C'est de les faire accepter, de les faire admettre. C'est cette idée selon laquelle il y aurait un état du monde, d'une mondialisation souvent injuste, et que le rôle du politique, ce serait de le faire rentrer de force dans l'esprit des Françaises et des Français. Et si nous prenons quelques sujets précis sur la question du handicap notamment, je vois bien que nous avons des visions différentes, mais un peu d'humilité de la part des Républicains, je veux faire part d'humilité. Il faut que nous passions du temps à travailler sur ces idées neuves. Vous vous souvenez de cette phrase il va falloir que vous élargissiez votre base d'un côté ou de l'autre. D'un côté, RN. Et ce matin, d'ailleurs, un éditorialiste du Figaro disait que sur les questions sociétales, entre RN et LR, il y avait quand même 80 ou 90% de convergence, ou LREM. Donc, de quel côté allez-vous voir même d'autres, voir des écologistes? Parce que si vous voulez vous adresser aux jeunes, vous êtes obligé de leur parler d'écologie, des sujets qui les intéressent. Comment vous allez faire pour élargir votre base? De quel côté allez-vous aller? Moi, je pense profondément que le chemin de la reconstruction est long, mais je pense que la droite a du sens pour la France, qu'elle est utile à la France. Vous vous souvenez cette phrase de Malraux qui disait « La droite, c'est le métro à 18h ».
Eh bien ça, c'est la droite pour laquelle, avec beaucoup de mes collègues, nous nous sommes engagés. Une droite populaire, qui est une droite de solutions. Mais je le redis avec beaucoup d'humilité, je n'ai pas les solutions clés en main. Ce qui est sûr, c'est que je ne veux aller voir ni vers le modèle de société d'Emmanuel Macron, qui n'est pas le mien, ce mépris et cette insincérité, je ne la veux pas, ni vers Marine Le Pen. Et Agir, est-ce que vous pourriez rejoindre Agir? Il y a le maire de Quimper, les Républicains, qui dit « Moi, je quitte les Républicains, trop populiste avec Laurent Wauquiez, je vais chez Agir ». Moi, je veux rejoindre mes valeurs. Je veux rejoindre les valeurs de la droite, qui ne sont ni celles d'Agir, qui, soyons clairs, sont plus souvent allées à la soupe qu'autre chose, ni celles d'Emmanuel Macron, ni celles du Rassemblement national. Mais vous avez raison de dire que la voie est extrêmement laborieuse. Et lorsque 11 jeunes députés lancent cet appel, nous prenons nos responsabilités. Alors ça perturbe, parce qu'évidemment, nous sommes des visages que la droite n'a pas l'habitude de voir, que les Françaises et les Français n'ont pas l'habitude de voir. Mais il est peut-être temps de confier une part de l'avenir à cette nouvelle génération et d'écrire cette relation avec les Français. Oui, mais il faut qu'elle propose quelque chose, cette nouvelle génération. Vous avez raison, laissez-nous le temps de le faire. Voilà des mois, des années que nous n'avons pas travaillé sur ce sujet. L'erreur, elle vient de loin. Et puis nous avons un problème, c'est qu'aujourd'hui, les Français ne nous considèrent pas comme sincères. Je l'ai dit à Laurent Wauquiez, c'est vrai pour lui, c'est vrai pour nous collectivement. Alors que dans nos territoires, nos électeurs nous font confiance même lorsqu'ils n'ont pas nos idées. Eh bien, c'est ce chemin qu'il faut retrouver. Merci beaucoup Aurélien Pradier d'être venu sur le plateau de BFM TV. Merci également à vous Alexandra Schwarz.